Vincent Hugeux, bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique, du Moyen-Orient, et vous publiez une biographie sur Kadhafi. C'est aux éditions Perrin. Kadhafi, qui est mort il y a 6 ans, jour pour jour. Voilà, c'était le 20 octobre 2011. Il est mort, on se souvient, lynché par son peuple. Quelle est la situation aujourd'hui en Libye? Ce qui prévaut, c'est le chaos. Chaos absolu. Vous avez une fragmentation des pouvoirs, parce qu'à l'origine, si vous voulez, il y avait les milices diverses qui s'étaient coalisées pour renverser la Jamaïria, l'état des masses, le nom officiel donné à la Libye de Kadhafi. Et puis très vite, chacun a retrouvé son douar d'origine, en quelque sorte, avec des forces centrifuges un peu partout. Et aujourd'hui, pour simplifier l'image infiniment complexe, disons que vous avez déjà une dualité de pouvoir entre un gouvernement reconnu par la communauté internationale, qui est basé à Tripoli, et un parlement et un exécutif rival qui se trouve plutôt à l'est, donc du côté de Benghazi, dirigé par un certain général Khalifa Haftar, un ancien général d'ailleurs de l'armée de Kadhafi des années 1980, qui ensuite est parti aux États-Unis et est revenu après la chute de la maison Mouammar. Et donc, chaos, évidemment propice, d'une part, à cette sorte de tyrannie milicienne, d'une part, mais propice aussi, on l'a vu il y a 2 ou 3 ans, à l'émergence d'une tumeur Daesh, État islamique, notamment dans l'est du pays, qui traditionnellement avait toujours hébergé des maquis islamistes, très hostiles à Kadhafi d'ailleurs. Au point que la Libye pourrait devenir le nouveau QG de Daesh, maintenant qu'ils ne sont plus en Syrie, enfin qu'ils ont été éradiqués de la Syrie et de l'Irak. Alors disons que c'était une sorte de plan B. À partir du moment où l'emprise de l'État islamique se desserrait sur Mossoul, puis sur Raqqa, mais il faut admettre que même sur le terrain libyen, qui pouvait apparaître comme une sorte de sanctuaire alternatif, eh bien, Daesh a pris des coups, à tel point que ce fameux général, qui s'est promu maréchal, Haftar, a réussi, après plus de 2 ans de combat, à évincer les maquis Daesh de Benghazi et de ses environs. D'accord. Alors, la Libye, est-ce aujourd'hui la principale porte d'accès des migrants pour aller vers l'Europe, et comment sont traités ces migrants en Libye? C'est surtout les portes de l'enfer pour les migrants. Donc c'est vrai qu'il y a une convergence, notamment des migrants subsahariens vers la Libye pour tenter de traverser la Méditerranée. Leur traitement, abject, tout simplement. Je vous donne un seul exemple. Il y a une ville de l'ouest de la Libye qui s'appelle Sabrata. Vous avez, estimation actuelle, 20 500 migrants qui sont soit retenus dans une sorte de centre de détention officieux, soit carrément aux mains de trafiquants, qui sont les otages. Et qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'alimentation, des mauvais traitements, des viols, de la torture, etc., leur situation est immonde. Alors vous nous décrivez un chaos en Libye. Est-ce qu'on peut dire que nous, Français, sommes à l'origine de ce chaos, parce que ce serait Nicolas Sarkozy qui, en menant une action militaire contre la Libye, c'était au printemps 2011, serait à l'origine de la chute de Kadhafi? Ce qui est parfaitement clair, c'est que l'après-Kadhafi n'a jamais été pensé. Et que ceux qui, militaires ou civils, attiraient l'attention sur les effets collatéraux d'une chute d'un régime par ailleurs détestable, eh bien cela n'était pas entendu, parce qu'il y avait un axiome de base, Kadhafi devait tomber. Sarkozy voulait sa peau. Alors, pourquoi, la France n'a pas été seule. Pourquoi? Petite parenthèse, la France n'a pas été seule, puisque les Britanniques, les Américains ont été aussi à la manœuvre. Alors pourquoi? Alors, moi, il me semble que d'une certaine manière, Kadhafi a payé les arriérés de sa visite calamiteuse de décembre 2007. C'est-à-dire que, dans un premier temps, la France de Sarkozy est extrêmement active dans la réintégration de Kadhafi sur la scène internationale. En gros, on l'aide à passer sur la bonne rive de l'axe du mal. Voilà, on voit une photo d'ailleurs. Ça, c'était Kadhafi reçu en grande pompe à l'Élysée. Voilà, donc il y a aussi à la clé, évidemment, des contrats. Il y a évidemment l'espérance d'avoir des marchés pour les rafales, pour le pétrole, pour le nucléaire, pour tout ce que vous voulez. Bon. Et indépendamment de cela, et indépendamment des hypothèses, d'ailleurs assez troublantes, de financement de la campagne électorale 2007 de Nicolas Sarkozy, il y a aussi le fait qu'il a besoin, d'une certaine manière, d'effacer le péché originel de l'erreur de la France vis-à-vis des printemps arabes. Souvenons-nous du soutien absolument calamiteux apporté par exemple au Tunisien Ben Ali et du retard à l'allumage sur la montée en puissance du printemps arabe version Égypte. Donc, de cette manière, se débarrasser de Kadhafi, c'est à vil prix aussi se délester de cette erreur d'analyse politique et de posture. Alors, donc Kadhafi qui finira par être emporté par les printemps arabes. Pourtant, il a régné pendant 42 ans sur ce pays. On va voir une vieille photo de lui. Et à tel point qu'il se croyait aimé, dites-vous, de son peuple. Et il ne pensait pas subir le sort de Ben Ali ou de Moubarak. Absolument. D'ailleurs, dans ses dernières interviews, je me souviens par exemple d'un entretien avec la chaîne américaine CNN, il répond d'une manière
obsessionnel, obsidional. My people loves me, mon peuple m'aime, etc. Donc il est inconcevable pour lui qu'il y ait cette fracture entre lui et donc ce qui viendra la rébellion. Simplement, le Kadhafi qu'on voit sur cette photo, oui, il est aimé. La révolution du 1er septembre 1969, elle est d'abord quasiment indolore. Il n'y a pas de mort à ma connaissance, quelques blessés. Et surtout, c'est une révolution qui est populaire. Vous avez une monarchie à bout de souffle, qui passe pour, d'ailleurs à bon droit, inféodé aux forces impérialistes américaines, françaises, britanniques. Et voilà qu'il incarne, lui, le disciple du grand Nasser, l'Égyptien, donc en quelque sorte le prophète du panarabisme. Il incarne donc la nouvelle génération de cet idéal panarabe. Et il est austère, y compris dans sa mise, il est sobre. Alors ça va se dégrader, hein, vous nous racontez. Ça va se dégrader au combien. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons choisi... Parce qu'il prenait de la drogue, et à la fin ça se voit physiquement sur son visage. Il y a plusieurs phénomènes. D'ailleurs, on a tenu au centre de l'ouvrage à placer un petit cahier photo qui est focalisé sur l'évolution à la fois de son visage, de sa physionomie, et l'évolution de sa garde-robe. On va de l'austérité de la chemise saharienne dépouillée à des tenues d'apparat de maréchal d'opérette cousues de breloques, puis ensuite il y aura les djellabas dans toutes leurs déclinaisons, en général plutôt brodées et chatoyantes, et puis les boubous africains quand il se proclame lui-même roi des rois traditionnels d'Afrique et nouveau messie du panafricanisme. Donc oui, au fond, l'histoire de Kadhafi, c'est l'histoire d'une lente dérive, de l'idéal d'un jeune officier rebelle, intègre, à un satrape narcissique. Alors effectivement, j'ai recueilli de nombreux témoignages auprès de proches, de membres de son entourage, qui eux-mêmes admettent qu'il avait recours à quelques substances illicites et à la chirurgie esthétique. On retrouve la trace d'un Nas des bistouris brésilien, ancien président de la Société brésilienne de chirurgie plastique, qui un jour s'est retrouvé devant un patient tout à fait inattendu, Kadhafi, qui était hanté par le vieillissement. Son obsession était... Et ce qui explique que d'ailleurs, comme souvent dans ces cas-là, pardonnez-moi, le remède a été pire que le mal, puisqu'en fait, cette bouffissure que l'on retrouve dans son visage, c'est aussi, d'une certaine manière, l'effet collatéral d'une chirurgie pas parfaitement maîtrisée, semble-t-il. Puis alors, bon, il avait des théories, il pensait que Shakespeare était arabe, persuadé que les Arabes avaient découvert l'Amérique, passionné de Napoléon aussi. Absolument. Il vénérait Napoléon, d'ailleurs, dans sa jeunesse, c'était un lecteur de Montesquieu, de Rousseau. Simplement, c'est vrai qu'il a comme ça des lubies qui sont assez ébouriffantes. Alors, pour lui, Shakespeare, c'est en fait un certain Cher Zoubaïr, un dramaturge arabe. Et effectivement, l'Amérique n'a pas été découverte, comme vous le croyez, et moi aussi, par Amerigo Vespucci ou par Christophe Colomb, mais par un certain Amilcar, CQFD. Chaos aujourd'hui en Libye. On dit que le fils de Kadhafi, Saïf el-Islam, entre parenthèses, qu'on croyait en prison, pourrait revenir au pouvoir? Alors, doucement. D'abord, on le croyait en prison à bon droit, puisqu'il y a été. Il a été détenu de cette fameuse tenue bleue par une des milices qui a en fait été fatale au pouvoir de Kadhafi, la milice de Zenten, dans l'ouest du pays. C'était une monnaie d'échange, ce qui explique d'ailleurs que les Libyens n'ont jamais admis de le transférer à la Cour pénale internationale de l'Haye, qui pourtant avait émis des mandats d'arrêt. Donc, effectivement, il a été libéré dans des circonstances assez opaques, voilà quelques semaines. Ce qui est assez intéressant, c'est que Saïf al-Islam, donc, qui passait pour l'héritier présomptif de Papa Muammar, c'est-à-dire le glaive de l'islam en arabe, Saïf al-Islam, il a lui-même subi une sorte de métamorphose politique, un peu comme son père sur le plan physiologique et idéologique. C'est-à-dire que moi, je me souviens avoir été reçu par lui en 2004 dans une bonbonnière mauresque de la grande banlieue de Tripoli, discours policé, modernité, ouverture, droits de l'homme, blablabla. Il avait passé quelque temps à la London School of Economics. Et puis, c'est le même Saïf al-Islam qu'on va retrouver en treillis de combat, Kalachnikov à la main, haranguant les foules en disant « Attention, si les rebelles continuent, il y aura des hammam-dam, des rivières de sang ». Merci beaucoup, Vincent Hugeux. Donc, je rappelle cette biographie, Kadhafi, c'est aux éditions Perrin. Et puis, on vous lit dans l'Express également. Vous y êtes grand reporter. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Quelle opposition pour Emmanuel Macron? Marine Le Pen semble hors jeu. Jean-Luc Mélenchon est incapable de rassembler à gauche. La droite est incapable de se reconstruire. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Bruce Toussaint.